J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que tout se passe bien chez vous. Je suis toujours heureux de vous retrouver dans ces séances de droit pénal général. Maintenant, on va aborder et attaquer la quatrième séance des cours de cette matière, le droit pénal général. Je fais un petit rappel de ce qu'on a vu avant-hier. Euh, Dans la troisième séance, eh bien, on a étudié donc le principe de la légalité des infractions et des sanctions, d'accord, et des peines. Et on a donc expliqué ce principe-là. Puis on a étudié les conséquences de la mise en place, de la mise en application de ce principe-là, c'est-à-dire les effets, les conséquences de l'application de ce principe. On a parlé premièrement de l'application de la loi pénale dans le temps, et on a évoqué le principe de traiter, analyser le principe de la non-rétroactivité des lois pénales. Puis on est passé à l'étude de l'application de la loi pénale dans l'espace. On a dit que cette application donne ou bien produit des conséquences, à savoir le principe ou bien il découle de cette application la mise en place d'au moins deux principes principaux, à savoir le principe de la territorialité de la loi pénale, c'est-à-dire que la loi pénale comme principe s'applique sur tout le territoire d'un pays donné. Et puisqu'on est en droit pénal marocain, donc la loi pénale marocaine s'applique sur tout le territoire marocain, quel que soit l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire il peut être une personne, un citoyen, c'est-à-dire il se peut que l'auteur de l'infraction soit une personne de nationalité marocaine, c'est-à-dire un citoyen marocain, ou bien un étranger, d'accord, ou bien un apatride, c'est-à-dire qui n'a pas ou bien dont la nationalité n'est pas connue. On a évoqué on a défini et délimité aussi le territoire marocain, d'accord, que ce soit la partie, disons, terrestre et aussi maritime et aérienne de ce territoire marocain, d'accord. On a évoqué des exceptions à l'application de ce principe-là, et puis on est arrêté là, d'accord. Maintenant, on va passer à l'étude du deuxième principe qui découle de l'application de la loi pénale dans l'espace, à savoir le principe de la personnalité de la loi pénale. D'accord. Donc, en plus du principe de la territorialité qui constitue la règle, on a un autre principe qui est applicable dans le droit pénal, selon bien sûr les cas et aussi à condition de remplir les conditions et conditions, voilà, qu'il exige. D'accord. Donc, premièrement, qu'est-ce que ce principe-là? Deuxièmement, quelles sont les conditions d'application de ce principe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce principe, contrairement au principe de la territorialité, ne s'intéresse pas au lieu de l'exécution de l'infraction, d'accord, ou bien au territoire sur lequel l'infraction est commise, mais il est sur la personnalité
de l'auteur de l'infraction, de l'auteur ou bien des auteurs en pluriel ou bien des parties, des personnes ayant contribué à la commission de l'infraction, qu'ils soient auteurs, co-auteurs ou bien même aussi complices. Donc ici, on s'intéresse à la personne de l'agent, c'est-à-dire de la personne donc mise en cause dans cette infraction donc évoquée, d'accord. Ce principe revêt deux aspects. On parle de la personnalité positive et aussi négative donc de la loi pénale. Alors, l'aspect positif, on l'appelle en arabe مبدأ الشخصية شخصية القانون الجنائي. Donc, on a deux aspects, ou bien il peut prendre deux formes. On peut parler de la personnalité positive, مبدأ الشخصية الإيجابي, ou la personnalité donc négative, مبدأ الشخصية donc السلبي. On va commencer par étudier l'aspect positif du principe de la personnalité. Donc, selon cet aspect, cette forme de ce principe-là, alors, tout acte donc, qui a la qualité de crime ou bien de délit, d'accord, qui est commis hors du royaume, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire marocain, d'accord, par un Marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc, voilà, en principe, je dis en principe, en tenant compte, bien sûr, des conditions suivantes. Donc, selon donc, cet aspect donc, positif du principe de la personnalité de la loi pénale, il s'attaque, bien, il poursuit toute personne, d'accord, ayant la nationalité marocaine, c'est-à-dire étant marocain, et donc ayant commis une infraction à l'extérieur. On savait, concernant le principe de la territorialité, donc en application de ce principe, toute personne qui commet une infraction sur le territoire marocain, donc les juridictions, il va être poursuivi et aussi cet acte va former donc la compétence ou bien va rentrer dans la compétence des juridictions marocaines, d'accord, selon ce principe. Mais maintenant, le principe de la personnalité, il prévoit et il poursuit les actes commis à l'extérieur, d'accord, à l'extérieur du territoire marocain, hors le royaume marocain. Donc, selon ce principe, on a deux aspects. Premièrement, si un Marocain commet à l'extérieur du Maroc, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire marocain, un fait ou bien un acte qui a la qualité, je répète, de crime ou bien délit. S'il est qualifié crime ou délit, bien sûr, conformément aux dispositions de la loi pénale marocaine. C'est-à-dire, selon la loi pénale marocaine, cet acte est qualifié soit crime, soit délit. Dans ce cadre-là, donc, cette personne, ce Marocain qui commet cette infraction à l'extérieur du territoire marocain, il peut, voilà, regardez, donc, soulignez s'il vous plaît ce terme, ce mot, peut. Donc, il y a la possibilité, d'accord, d'être poursuivi et jugé au Maroc, bien sûr, et par la loi marocaine, d'accord. Mais à condition et lorsque les conditions suivantes soient réunies. Je vous donne un exemple. Imaginez un Marocain qui commet donc un Marocain, par exemple, un ressortissant marocain résidant en Espagne. Donc, مواطن مغربي ولكن في إسبانيا. Donc, dans ce cas-là, si ce Marocain commet en Espagne, pas au Maroc, un acte qui est qualifié crime, par exemple un meurtre, ou bien délit, par exemple un vol simple, donc dans ce cas-là, il peut être poursuivi
par donc juridiction marocaine est jugé au Maroc, pas en Espagne. Mais premièrement, donc, il ne faut pas oublier que aussi les autorités judiciaires espagnoles ont la compétence, premièrement, de poursuivre et de juger et d'arrêter même cette personne en Espagne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a commis son acte sur le territoire espagnol. Et selon le principe de la territorialité donc de la loi pénale, c'est les juridictions espagnoles qui vont être qui seront compétents pour juger cette personne. D'accord? Ça, c'est selon le principe de la territorialité. Mais aussi, en plus de ça, je répète, en plus de ça, il peut, d'accord, et comme précaution, si vous voulez, pour ne pas permettre que cette personne ne soit pas punie, d'accord, pour éviter ce qu'on appelle l'iflat min al-iqab, donc pour ne pas permettre à cette personne d'échapper d'être puni de son acte commis, et donc il peut être poursuivi et jugé au Maroc, bien sûr, en tenant compte des conditions suivantes. Donc, dans ce cas-là, pour ce Marocain ayant commis l'infraction en Espagne, il y a deux principes qui entrent en jeu. Premièrement, on a le principe de la territorialité, et selon ce principe, c'est les autorités judiciaires espagnoles qui vont le poursuivre et le juger, et aussi on a les autorités marocaines qui peuvent, je dis peuvent, le poursuivre et le juger aussi selon ce principe de la personnalité positive. D'accord? Donc, quelles sont les conditions pour que l'auteur de cette infraction soit jugé par les autorités judiciaires marocaines en application de ce principe de la personnalité? D'accord? Donc, on a premièrement, il faut que l'auteur soit rentré au Maroc. On ne peut pas demander à ce qu'il soit extradé, d'accord? Par les juridictions espagnoles. Non, donc il faut attendre jusqu'à ce que l'auteur de l'infraction, ce Marocain, rentre au Maroc. Aussi, il faut vérifier ou bien s'assurer qu'il ne soit pas jugé d'une façon définitive, par une décision ou bien un jugement définitif. C'est ce qu'on entend par le terme irrévocablement. Irrévocablement, c'est-à-dire par un jugement définitif. Ni avoir purgé une peine ou bien obtenu une grâce. D'accord? Donc, si l'auteur de l'infraction qui a commise en Espagne rentre au Maroc, il peut être arrêté et jugé s'il ne présente pas ce qui justifie, s'il ne justifie pas qu'il a été jugé de façon irrévocable par un jugement définitif à l'étranger, et aussi s'il a été jugé et condamné d'une peine privative de liberté, donc il faut qu'il justifie qu'il a purgé sa peine ou bien qu'il a obtenu la grâce, donc l'afou à propos de cette peine-là, donc il a été gracié. Sinon, s'il n'est pas jugé à l'étranger, c'est-à-dire en Espagne, s'il ne justifie pas que lorsqu'il est il est jugé, donc il a purgé sa peine, donc s'il ne justifie pas qu'il a purgé sa peine ou bien qu'il a obtenu ce qu'on appelle l'acquittement, le bara'a, s'il a été acquitté en Espagne, donc il ne peut pas être jugé au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être jugé deux fois pour un seul acte, d'accord? Même dans deux pays, d'accord? Et ou bien
qu'il a obtenu la grâce vis-à-vis de l'acte qu'il a été gracié qu'on lui a on lui a donc accordé cette grâce en Espagne, ou bien que vous ne le trouvez pas sur le diapo, ou bien que l'acte, ajoutez-le s'il vous plaît, que l'acte commis, il a été prescrit, taqadam, ou bien que l'acte soit prescrit, taqadam. Donc voilà les deux conditions, bien les trois conditions si vous voulez. En fait, ce sont deux conditions principales qu'il faut réunir pour que, bien sûr, l'auteur de l'infraction ne soit pas poursuivi et jugé au Maroc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect positif. Si vous avez des questions, vous pouvez les formuler et les écrire dans la partie réservée au message, d'accord? Pour y répondre au fur et à mesure. Donc, on a aussi l'aspect négatif du principe de la personnalité. Alors, l'aspect positif du principe de la personnalité, tient au fait que l'auteur de l'infraction soit un Marocain, c'est-à-dire une personne de nationalité marocaine. Je répète, s'il commet une infraction à l'extérieur du Maroc, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire marocain, donc il peut, je dirais, principalement, il doit être, ou bien normalement, il doit être poursuivi les autorités espagnoles, selon et en application du principe de la il faut qu'il ne soit de façon définitive à l'étranger, c'est-à-dire en Espagne. Et dans le cas où il est jugé, il faut voir est-ce qu'il est condamné, est-ce qu'il est acquitté. S'il est acquitté, il ne peut être jugé une nouvelle fois. Si condamné, il faut chercher qui il est. Est-ce qu'il a été condamné pour d'une peine privative de liberté? S'il a été condamné par exemple 10 ans, dans ce cas-là, on va chercher est-ce qu'il a purgé sa peine. S'il l'a purgé, ça y est, on va le lâcher. Sinon, il va purger sa peine où? Au Maroc. Ou bien s'il il a été condamné, mais il a tenu vis-à-vis de cette infraction, s'il a été gracié, dans ce cas-là, on ne peut pas le juger, ou bien si l'infraction est prise, d'accord? Le temps exigé par la loi pendant lequel l'autorité judiciaire et policière aussi, donc la police judiciaire doit, le ministère public doit je rappelle que au Maroc, les crimes se prescrivent à 15 ans, d'accord? Se prescrivent à 15 ans à compter et à partir de la date de la commission de l'acte perpétré. Pour les crimes, pour les délits, et ils se prescrivent à 4 ans, d'accord? La commission d'infraction. Et pour les contraventions, dans ce cas-là, on ne peut pas, ça ne nous concerne pas, puisque ce principe ne s'intéresse pas au fait qualifié contravention, d'accord? Et à titre de renseignement, les contraventions se prescrivent à une année, d'accord, à compter de la date de la commission de l'infraction, selon l'article 5 du code
du code de procédure pénale marocain. D'accord? Voilà les conditions donc d'application du principe de la personnalité positive. À l'aspect négatif du principe de la personnalité, ou bien le principe de la personnalité négative, d'accord? المبدأ الشخصية السلبية, d'accord? Alors, ce principe, il s'adresse à un étranger, d'accord, qui commet une infraction, ou bien il est applicable lorsque l'infraction, ou bien lorsque la victime de l'infraction est un Marocain. Pour le principe de la personnalité positive, on a l'auteur, donc c'est-à-dire l'auteur de l'infraction est marocain. Dans ce cas, la victime est marocaine. Donc, lorsque un acte commis à l'étranger, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire marocain, et sa victime et la victime de cet acte commis à l'extérieur est un Marocain. Dans ce cas-là, les juridictions et le pouvoir judiciaire marocain il peut être compétent pour poursuivre et juger l'auteur de cette infraction. D'accord? Donc, selon ce principe, la loi pénale est applicable à toutes les infractions commises à l'étranger, mais quand? Lorsque la victime de cette infraction est de nationalité marocaine. Donc, on peut imaginer que l'auteur de l'infraction est un Marocain, lui aussi, ou bien un étranger. Mais ce sur quoi il faut donc insister, c'est que c'est la victime. Il faut chercher et vérifier est-ce que la victime est marocaine. Si la victime est marocaine, donc les juridictions marocaines entrent en jeu en application de ce principe de la personnalité de la loi pénale. Mais il faut aussi remplir les conditions précédentes dont on vient de parler, donc en évoquant le principe, donc, ou bien l'aspect positif de ce principe. D'accord? Alors, la poursuite de l'inculpé ou bien de l'auteur de l'infraction ne peut avoir lieu. Premièrement, donc, il faut que lorsque l'auteur rentre au Maroc, d'accord? Il faut que l'auteur rentre au Maroc, l'auteur de l'infraction, et qu'il justifie que ou bien il faut qu'il ne soit pas jugé irrévocablement à l'étranger, d'accord? En Espagne, comme à propos de l'exemple qu'on vient de citer, et s'il a été condamné, donc il faut donc s'assurer que et vérifier et savoir si donc l'auteur de l'infraction n'a pas purgé sa peine ou bien n'a pas obtenu une grâce ou bien l'acte n'est pas prescrit. D'accord? Donc la poursuite ne peut avoir lieu que lorsque l'auteur, pas la victime, d'accord, justifie que le jugement, bien sûr, à condition qu'il rentre au Maroc, d'accord, justifie que le jugement est devenu définitif à l'étranger, premièrement, donc il a été jugé de façon définitive, et en cas de condamnation, qu'il a purgé sa peine, ou bien que l'acte il est prescrit, d'accord? Voilà donc les conditions donc nécessaires pour l'application du principe de la personnalité positive, l'aspect négatif de la personnalité. Donc imaginez par exemple, à titre d'exemple, un Marocain qui a été qui est tué en France, d'accord? Dans ce cas-là, si donc l'auteur de l'infraction est un étranger, un Français, un Belge, n'importe quelle soit sa nationalité, ou bien même un Marocain, d'accord?
Donc, pour que les juridictions donc, et la loi pénale, pardon, pour qu'on puisse le poursuivre et le juger par les juridictions marocaines et donc en application et pour appliquer la loi pénale, il faut réunir les conditions suivantes. Un, il faut qu'il rentre. On imagine par exemple ce Belge qui rentre au Maroc pour donc séjourner, donc pour faire du tourisme, d'accord? Lorsqu'il rentre au Maroc ou bien dans une visite donc de travail ou n'importe quoi, d'accord? Sauf le cas de donc des diplomates, d'accord? Parce que la loi pénale ne s'applique pas à ces personnes-là parce qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité donc diplomatique, d'accord? Al-Hassana al-diplomatie. Donc, il faut qu'il rentre au Maroc. Il faut qu'il justifie qu'il a été donc condamné ou bien jugé par donc un jugement ou bien une décision définitive à l'étranger et qu'il soit il est donc acquitté, s'il a été acquitté, c'est-à-dire si on a décidé que ce n'est pas lui l'auteur de l'infraction. Donc à l'extérieur, يعني برأته المحكمة, donc on ne peut pas le poursuivre, ou bien s'il a été condamné, il faut chercher et vérifier deux choses, deux conditions, d'accord? Premièrement, il faut s'assurer qu'il a donc en étant condamné à une peine donc de privative de liberté, soit donc à la réclusion criminelle ou bien à donc voilà, donc une peine privative de liberté. Donc, il faut vérifier et s'assurer qu'il n'a pas purgé sa peine. S'il l'a purgé à l'extérieur, d'accord, donc on ne peut pas le poursuivre. S'il ne l'a pas purgé, d'accord, donc dans ce cas-là, il va purger sa peine au Maroc. Et aussi, il faut vérifier si la sanction, donc, il n'a pas été donc gracié, ou bien que donc la poursuite vis-à-vis, donc il y a ou bien l'acte, il est prescrit, ou bien même la peine, elle est prescrite. Donc, si la peine ou bien donc la poursuite elle est prescrite, يعني التقادم ديال المتابعه وديال donc ديال العقوبه, dans ce cas-là on ne peut pas le poursuivre. Si il a reçu donc une grâce vis-à-vis de l'acte commis à l'extérieur, on ne peut pas aussi le poursuivre. Si ces conditions n'existent pas, ou bien ces cas n'existent pas, dans ce cas-là on peut le poursuivre au Maroc et le condamner et le juger avant, puis le condamner s'il y a lieu, bien sûr, au Maroc. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut dire à propos du principe de la personnalité de la loi pénale. Donc, on a ce principe prend deux formes, deux aspects. Il a premièrement, il peut être positif, c'est-à-dire la personnalité positive, donc le principe de la personnalité positive, et cela donc existe lorsque l'auteur de l'infraction est un Marocain ayant commis à l'étranger l'infraction, ou bien il peut avoir un aspect négatif, et ce qu'on appelle le principe donc de la personnalité négative, et ça donc concerne le cas où la victime de l'acte est un Marocain, c'est pas l'auteur. Maintenant, on s'intéresse à la victime, soit qu'elle ait été que l'infraction est commise par un Marocain ou bien par un étranger. Donc, si ces deux, ou bien l'un d'eux, ou bien l'auteur de l'infraction dont la victime est marocain, rentre au Maroc,
on peut le poursuivre à condition de remplir les conditions dont on vient de parler. D'accord? J'espère que vous avez compris ce principe. Faites attention, c'est un petit peu compliqué, donc il faut bien le comprendre. Et vous avez une question donc liée à ce principe, concernant l'examen posé, donc donné aux étudiants de l'année précédente que je vous ai déposé dans cette plateforme. Vous pouvez donc y répondre et pour vous entraîner et pour bien comprendre ce principe. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ce principe-là? Vous pouvez activer vos micros, d'accord? Avant de passer au fait justificatif de l'infraction. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez d'ailleurs? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, très bien. Alors, je vous donne un petit cas pratique, d'accord? Imaginez par exemple un Marocain qui a commis des violences contre sa femme, qui a donc porté des coups et blessures à sa femme en France. Il a été arrêté en France et poursuivi pour violence, d'accord, contre sa femme. Il a été donc jugé en premier ressort, c'est-à-dire il a été condamné par un jugement de première instance, c'est-à-dire hukm ibtida'i, qui n'a pas été qui n'est pas devenu définitif, d'accord, révocable. Donc, ce jugement, il est susceptible d'être appelé ou bien de former appel vis-à-vis de ce jugement. Dans ce cas-là, au moment de ce jugement, il a été poursuivi en état de liberté. Fi halat sarah. Imaginez qu'il rentre pendant l'été au Maroc, d'accord? Il a été arrêté par les autorités marocaines, d'accord, pour ces danses. Suite à une dénonciation ou bien une plainte portée contre lui, soit par la famille de cette femme ou bien de cette femme même elle-même, d'accord? Est-ce qu'il peut être poursuivi selon ce principe, d'accord, de personnalité au Maroc, lorsqu'il rentre au Maroc, ou bien il ne peut pas être poursuivi et jugé au Maroc? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Je répète qu'il a été jugé par un jugement en premier recette, un jugement susceptible d'appel, d'accord, qui peut être ou bien au sujet duquel il peut, c'est-à-dire l'autre, qui n'est pas définitif, je dirais, d'accord. Et dans ce cadre-là, ou bien après ce jugement, d'une façon ou d'autre, il a pu rentrer au Maroc, d'accord. Abstraction faite de la façon de rentrer au Maroc. Est-ce qu'il est étrangère pour le laisser quitter le territoire, quoique poursuivi pour cet acte ou non. Donc, indépendamment de ces conditions-là et de ces détails-là, d'accord? Maintenant, imaginez qu'il est rentré au Maroc. Est-ce qu'il peut être poursuivi et jugé au Maroc? Vous pouvez répondre. Monsieur, est-ce que sa femme est de nationalité marocaine? Oui, bien sûr. J'ai dit un Marocain qui a violenté sa femme en France, d'accord? Il a commis des violences sur sa femme en France. Sa mais femme il a marocaine. été jugé en premier. Oui. Sa femme marocaine. Oui, bien sûr, sa femme
marocaine. D'accord, monsieur. Mhm. Oui, monsieur, il peut être poursuivi. Quoi? Quelles sont vos justifications, monsieur Rofino? Euh, parce que le jugement, c'est pas définitif. N'est pas N'est très pas bien, définitif. parce que le jugement, voilà, le jugement n'est pas définitif. Pas définitif, Donc, on oui. peut S'il est définitif, il ne peut pas être poursuivi. non, il faut vérifier une autre condition, à Mhm. savoir s'il a purgé sa peine en état de condamnation par peine donc délictuelle ou bien donc criminelle ou non, d'accord? S'il Oui. l'a purgé, c'est bon, on peut le Mhm. relâcher. S'il ne l'a pas purgé, il va la purger au Maroc, d'accord? Ou bien Oui. il peut être poursuivi donc au Maroc de nouveau, d'accord? Ok. Très bien. Donc Merci. ici, voilà, ici, vous voyez que il peut être poursuivi euh, par les juridictions donc et jugé au Maroc par les juridictions marocaines selon les types et les deux aspects du principe. Premièrement, oui, c'est l'auteur donc par le principe de la personnalité positive. Pourquoi? Parce que il est marocain, c'est-à-dire l'auteur de l'infraction. Dans ce cas-là, il est marocain. Deuxièmement, on peut le poursuivre sur l'aspect négatif de ce principe parce que la victime est marocaine. D'accord? C'est bon? Voilà. Donc, Oui. voilà une petite pratique donc, liée à l'application de ce principe-là. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, comme ça, on a fini donc le principe, l'étude du principe de la personnalité de la loi pénale. Je répète en disant que ce principe, il tient donc à la personnalité à la personne donc qui a commis l'infraction ou bien donc qui est victime. Il tient à la personnalité de l'auteur ou bien de la victime de l'infraction. Il ne s'intéresse pas au fait qu'il a sur le territoire marocain ou non. D'accord? Donc, ce principe, donc, on peut l'appliquer de façon, donc, de façon si vous voulez, ou bien à titre de réserve pour éviter l'impunité des criminels. D'accord? Si l'auteur de l'infraction a commis cette infraction sur le territoire, donc dans ce cas-là, c'est le principe de la territorialité et la question est résolue et donc ce principe rentre en jeu et il est mis en application. Pas de problème. Si donc l'auteur de l'infraction ne l'a pas commise sur le territoire marocain, eh bien dans ce cas-là et selon cette liaison donc entre donc de nationalité, donc, la liaison qui existe entre donc les Marocains et leur pays, d'accord? Dans ce cas-là, en application donc des règles liées à la nationalité, dans ce cas-là, il peut, même il commet un acte à l'extérieur, même si le Marocain commet un acte à l'extérieur, pour protéger d'une autre façon pour protéger les Marocains, lorsque les victimes des actes commis sont des Marocains, dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas appliquer le principe de la territorialité, eh bien, on va passer à donc un principe qu'on peut dire subsidiaire, c'est-à-dire pour donc, comme solution donc devant l'impossibilité d'appliquer ce principe de la territorialité, eh bien on peut poursuivre soit les Marocains qui ont commis une infraction donc à l'extérieur,
soit lorsque un acte qualifié crime ou délit est commis sur un Marocain à l'extérieur, c'est-à-dire la victime de l'infraction est marocaine. C'est bon. On a deux autres principes liés à l'application de la loi pénale dans le temps, à savoir le principe de l'universalité, de la loi pénale. Ce principe concerne des infractions très graves qui portent atteinte à tous à l'humanité, disons, d'accord, à tout le monde, et vis-à-vis desquels il y a en application des coopérations internationales et des règles. De ces coopérations, on a obtenu et avec l'évolution de la loi pénale et aussi l'aspect, disons, international de la loi pénale, voilà l'aspect international de la loi pénale. Dans ce cas-là, des juridictions donnent aux autorités de juridiction de législation comparée, donnent aux autorités de leur pays la possibilité de poursuivre les auteurs des infractions, de ces infractions dangereuses, indépendamment qu'ils soient commises sur leur territoire ou bien qu'ils soient commises par leurs citoyens ou bien que la victime soit un citoyen de ce pays-là. Donc, à titre d'exemple, les infractions contre l'humanité, donc ce sont des infractions qui sont sanctionnées à l'échelle internationale, d'accord? Et de ce fait, il y a des juridictions qui peuvent poursuivre les auteurs de ces infractions indépendamment des considérations concernant le principe de la territorialité et aussi le principe de la personnalité de la loi pénale. Donc, une fois cette infraction est commise et dès que l'auteur de l'infraction rentre au territoire de ce pays-là, il peut être poursuivi. Cela concerne, il ne concerne pas toutes les infractions, d'accord, mais il concerne seulement quelques actions qui sont considérées à l'échelle internationale comme graves et internationalement refusées. Et dans ce cas-là, ces juridictions peuvent suivre et condamner pour comme les auteurs de ces infractions. Je vous ai donné à titre d'exemple les infractions contre l'humanité, le terrorisme, les infractions génocides, et ainsi de donc les infractions juridictions qui donnent, il y a des législations qui donnent aux juridictions de leur pays de poursuivre et de juger les auteurs de ces infractions. Donc, ça n'existe pas pour plusieurs infractions. Avant 2011, on n'avait pas ce principe-là. Ce principe n'est pas que n'existe pas en droit pénal marocain, d'accord? Mais à partir de 2011, le législateur marocain a apporté à l'article 711 du code pénal, du code de procédure pénale marocain, une modification et il a ajouté la possibilité pour les juridictions marocaines de poursuivre l'auteur du terrorisme, de l'infraction du terrorisme
abstraction faite ou bien indépendamment du fait qu'il l'a commise au Maroc ou bien à l'extérieur du Maroc, et aussi indépendamment du fait que cette infraction, cet acte de terrorisme vise les intérêts du Maroc ou bien les intérêts et aussi la sécurité d'un autre pays. D'accord? Donc, quelles que soient les victimes, quel que soit le lieu commis, sur lequel cet acte de terrorisme est commis, qu'il soit commis en France, en Belgique, en Italie, au Mozambique, et ainsi de suite. Donc, si l'auteur de l'infraction rentre au Maroc de cette infraction, il peut être poursuivi donc et jugé selon par les dispositions du code pénal marocain et par les juridictions marocaines, à condition que l'acte soit un acte de terrorisme, c'est-à-dire une infraction terroriste. D'accord? Donc, on a l'application au Maroc seulement vis-à-vis de cet acte. En attendant que le Maroc élimine et introduit dans le code pénal les infractions, donc faisant l'objet de l'application de ce principe pour les législations comparées, à titre d'exemple, génocide et aussi l'infraction contre des infractions contre l'humanité, les crimes contre l'humanité, les juridictions marocaines pourront donc poursuivre aussi les auteurs de ces infractions indépendamment du lieu de leur commission, d'accord? Mais pour l'instant, on a seulement, et selon les amendements apportés à l'article 700, du code pénal, du code de procédure pénale marocain, seulement les juridictions marocaines sont compétentes de poursuivre sans les auteurs du terrorisme, indépendamment du fait que le Maroc et les Marocains, ou bien un autre pays et les citoyens de cet autre pays. D'accord? Je vous donne un exemple. Imaginez un Français qui commet un acte de terrorisme en Italie. Un Français qui commet un acte de terrorisme en Italie. Donc, si rentre au Maroc, d'accord, quoique et bien que cet acte ne vise pas le Maroc et les Marocains, donc il peut être, si l'auteur de l'infraction rentre au Maroc, il peut être arrêté par les juridictions au Maroc. Bien sûr, quel que soit donc les victimes et le lieu de la commission de l'infraction. Mais à condition, bien sûr, comme les autres principes, qu'il soit rentré au Maroc, qu'il n'a pas été jugé définitivement à l'extérieur, soit en Italie, soit en France, pour ce et qui n'a pas purgé sa peine, ou bien qui n'a pas été prescrite, ou bien qui n'a pas obtenu grâce vis-à-vis de cette action. D'accord? Ça, c'est le principe de l'universalité. Il concerne seulement, je répète, il concerne seulement, et comme nouveauté pour le législateur marocain, les infractions terroristes, le terrorisme. Fakat. D'accord? On a aussi un autre principe qui concerne maintenant des infractions déterminées. D'accord? La commission d'infractions déterminées. C'est ce qu'on appelle le principe à caractère réel, c'est-à-dire il s'intéresse à des infractions déterminées et délimitées par la loi.
donc en arabe, on l'appelle مبدأ عينية القانون الجنائي. C'est-à-dire que ce principe-là, on l'applique lorsque les actes dominés par la loi pénale, je vais vous lire, donc la fait, sont commises abstraction faite de l'auteur et bien sûr de l'infraction. Ces infractions, ils menacent ou bien ils portent atteinte aux intérêts du Maroc, d'accord? C'est ce que le législateur marocain, dispose dans donc l'article, ou bien évoque dans les dispositions de l'article, excusez-moi, donc 711, d'accord? Toujours article 711 du Code pénal marocain. Donc, je vous, l'article, la ligne de l'accent dans les dispositions de la loi marocaine, tout étranger qui, hors du territoire du royaume, s'est rendu coupable comme auteur, co-auteur ou complice, soit d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'État. Voilà le premier, la première action. Donc, les infractions contre la sûreté de l'État. Al-Jara'im d'Idda Amn al-Dawla, soit de contrefaçon des sceaux, tazwir, donc الخاتم ديال الدولة، d'accord, أو تزييف خاتم وتزوير خاتم الدولة aussi, ou de contrefaçon et falsification de la monnaie, تزوير la monnaie, d'accord, quelle que soit la monnaie, ou de billets de banque, أوراق البنكية nationaux ayant cours au Maroc, المتداولة في المغرب, ou crime contre les agents au siège du corps diplomatique. Donc, الموظفين والمقار, les lieux du corps diplomatique ou consulaire ou les offices publics marocains, d'accord? المكاتب العمومية المغربية. Donc, si ces infractions sont commises par un étranger, donc à l'extérieur du territoire du royaume marocain, dans ce cas-là, l'auteur de l'infraction, quoique il n'a pas commis cette infraction sur le territoire marocain, et bien qu'il n'ait pas de nationalité marocaine, et aussi la victime n'est pas donc obligatoirement donc une victime marocaine, peut-être. Dans ce cas-là, si ces infractions donc sont commises, les autorités donc marocaines, judiciaires marocaines, peuvent être compétentes pour ensuite juger cette personne. D'accord? Donc voilà. Des principes liés à la loi. On a parlé de deux premiers principes. Premièrement, deuxièmement, le principe de la personnalité. On a évoqué aussi le principe de l'universalité et aussi le principe donc lié à donc la des juridictions l'application des juridictions de la loi pénale et aussi la compétence des juridictions marocaines vis-à-vis d'un étranger qui commet
hors le territoire marocain des infractions qui portent atteinte à l'État. Voilà. Donc, le but de l'application de ce principe-là, c'est la protection de l'État vis-à-vis de ces infractions qui sont très graves et qui peuvent menacer la sécurité de l'État. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire de l'application de la loi pénale dans l'espace. Eh bien, comme ça, on aura fini l'étude du principe de la légalité et des conséquences qui en découlent, à savoir l'application de la loi dans l'espace et aussi dans le temps. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va passer directement à l'autre partie, à la deuxième condition pour que donc fait justificatif. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe donc à l'étude des faits justificatifs. Avez-vous des questions? Alors, vous n'avez pas de questions concernant les principes donc liés à l'application donc de la loi pénale dans l'espace? Essayez de comprendre ça. Fort probable qu'une question vous sera posée. Il est fort probable qu'une question vous sera posée, ou bien un cas pratique vous sera donné donc au sujet de concernant ces deux principes, d'accord? Vous aurez seulement les deux principes, le principe de la territorialité et le principe de la personnalité. D'accord? Vous êtes dispensé des deux autres principes. Alors, on avait dit donc au début de donc les trois éléments, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Donc, en abordant le premier élément, de cet élément, ou bien cet élément veut dire premièrement, il faut que il faut préalablement incriminé et sanctionné par la loi, le principe donc de la légalité des infractions et des peines, mais aussi il faut qu'il ne tombe pas sous sous le coup des faits justificatifs. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas que cet acte, qu'il est préalablement incriminé, ne soit pas justifié. D'accord? Donc, c'est la deuxième condition qu'il faut remplir par rapport à l'élément légal. Il ne faut pas que le fait, bien l'acte, soit justifié. Il y a un mubah. Ce qu'on appelle en arabe les infractions, les actes commis, quoique réellement, quoique selon la qualification, d'accord, la qualification constitue des infractions, mais en application de cette loi, elle n'est pas considérée comme elle sera autorisée, elle sera justifiée. C'est ce qu'on appelle l'effet justificatif. Donc, la violation de la loi, des fois, elle est exceptionnellement autorisée. Par exemple, dans le cas où il a paru le qu'on dit l'or rasa, il est socialement utile. Imaginez donc une qui est donc attaquée par une personne. Est-ce qu'elle va dans un lieu donc retiré où il n'existe pas de personnes
il n'existe pas aussi de policiers, donc d'agents de la force publique, aussi dans le c'est bien pour faire donc à la juridiction et aussi donc aux forces de l'ordre, c'est-à-dire à la police. Dans ce cas-là, cette personne ne peut pas rester les bras croisés, d'accord? Donc, elle va se défendre. Et donc, cette défense, elle est autorisée. Et en se défendant, on peut commettre des infractions, d'accord? Pour, par exemple, repousser un acte de violence, on peut commettre un acte, donc, en contre un acte donc, de violence. Par exemple, imaginez une personne qui est attaquée par son adversaire par le moyen d'un couteau. Donc, en essayant de se défendre, cette personne peut tuer par le moyen de ce couteau de son adversaire. Et il peut tuer son adversaire. En se défendant, bien sûr. Imaginez aussi donc un juge judiciaire arrête en flagrant délit un criminel ou bien une personne commettant en flagrant délit donc un acte incriminé par la loi. Dans ce cadre-là, l'officier de la police judiciaire, il peut arrêter et même donc mettre cette personne en état de garde à vue, c'est-à-dire porter à sa liberté ou bien limiter sa liberté. Dans ce cas-là, c'est la loi qui a autorisé à cette personne de limiter et de porter atteinte à la liberté de cette personne. Et vous savez que nul n'est autorisé à porter atteinte à la liberté des citoyens. D'accord? Les citoyens, en principe et comme règle générale, sont libres. On ne peut pas porter atteinte, on ne peut pas emprisonner par quiconque une personne. Mais exceptionnellement, donc la loi a autorisé aux officiers de police judiciaire d'emprisonner, c'est-à-dire de mettre les auteurs des infractions arrêtés en flagrant délit en garde à vue. Cette mise en garde à vue, en réalité, c'est une infraction, c'est une atteinte à la liberté, mais c'est la loi qui l'autorise, d'accord? Les autres personnes, les autres citoyens n'ont pas ce pouvoir de mettre les personnes en garde à vue ou bien de réduire la liberté et porter atteinte à la liberté des citoyens, d'accord? Donc, voilà des exceptions à la loi autorisée et qui détruisent le caractère infractionnel de l'acte commis, d'accord? Donc, la violation de la loi est exceptionnellement autorisée lorsque, par exemple, elle est jugée socialement utile, le cas de la légitime défense, ou bien dans des cas où cet acte il est considéré comme un accomplissement d'un devoir. Par exemple, le fait de porter secours à une personne victime de violence, le fait de voir une personne exposée ou bien attaquée par une autre personne, on ne doit pas rester donc les bras croisés vis-à-vis de cette attaque. Il faut intervenir, d'accord? Il faut réagir. Et cette réaction constitue de façon sociale un devoir. OK? Et aussi, il peut constituer un exercice de droit. Le droit de se défendre, d'accord? Le droit pour l'officier de police judiciaire lui étant donné par la loi d'arrêter et de mettre l'auteur d'un délit commis en état de flagrance ou bien d'une infraction commise en état d'un délit ou bien d'un crime commis en état de flagrance en garde à vue, c'est-à-dire de porter atteinte à sa liberté. Donc voilà ce qu'on appelle les
fait justificatif. C'est-à-dire que l'acte commis, il est considéré comme justifié, mubarrar. D'accord? Théoriquement, donc, il est, et selon les dispositions de la loi, et donc, de façon abstraite, sans considération aux conditions. Si on ne s'intéresse pas aux conditions de la commission, il est considéré de la commission de l'acte. Cet acte, il est considéré donc comme infraction parce qu'il est incriminé par la loi et sanctionné par cette même loi. Mais étant donné que cet acte qui est incriminé est commis dans des circonstances données, la loi a décidé de la justifier, c'est-à-dire de l'autoriser et donc de ne pas la considérer comme infraction. D'accord? Donc, la législation, donc, excusez-moi, là, ici dans cette diapo, il y a une faute donc de frappe. Le législateur, ce n'est pas le législature, excusez-moi, donc corrigez ça s'il vous plaît. Donc, le législateur marocain, donc, il retient, il comporte 3 faits justificatifs, c'est-à-dire 3 faits qui justifient l'acte commis et qui donc le rendent justifié et on peut entre guillemets dire autorisé par la loi. D'accord? On a premièrement l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. On a aussi l'état de nécessité et on a le 3e cas, c'est la légitime défense. On va commencer par l'ordre de la loi et le commandement d'autorité légitime. Amr al-Qanoun wa donc idn al-Sulta al-Shar'iyya. D'accord? Donc, l'article 124 du Code pénal marocain dispose qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime. D'accord? Donc, lorsque un fait, un acte, il est ordonné par la loi, c'est-à-dire c'est la loi qui l'exige, qui l'ordonne, ou bien qu'il est ordonné aussi par l'autorité légitime. On peut imaginer donc un fonctionnaire qui exécute les ordres de son supérieur. D'accord? Dans ce cadre-là, même si l'acte commis porte atteinte aux personnes, mais il est ordonné il est commandé par l'autorité légitime, à condition que cette autorité soit légitime, et l'auteur ne peut pas poursuivre pour donc acte infractionnel. Alors, on va expliquer tout ça. Donc, vous voyez que la loi parle de 2 choses. Soit, donc, premièrement, on a l'autorité, donc ordre de la loi, et autorité légitime. Donc, lorsque la loi elle-même ou bien l'autorité légitime ordonne ou bien autorise donc la commission de l'acte, normalement, j'ai souligné ce terme, normalement, c'est-à-dire dans la loi, il est incriminé. Mais dans ce cas-là, d'accord, on va le considérer comme légitime ou bien comme justifié. Normalement interdit et sanctionné par la loi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le terme loi ici? Eh bien, c'est, vous savez que donc vous avez étudié en semestre premier donc dans la matière introduction à l'étude de droit que donc la loi ou bien la législation comporte plusieurs catégories. Premièrement, on a donc la loi, disons la Constitution, la loi donc institutionnelle, ou le Qanoun al-Assasi qui est donc la Constitution, d'accord, qui se trouve au sommet des lois. Et on a aussi les lois organiques, ce sont les lois applicatives de la Constitution, le Qawanin donc al-Wad'iyya.
Mais aussi, on a al-qawanin al-adiya, la loi ordinaire. C'est la loi qui relève de la compétence du législateur, à savoir le conseil des députés et des conseillers, d'accord, Majlis al-Nouab, d'accord. Donc le pouvoir législatif, le Parlement a donc le pouvoir de légiférer, yani at-tashri'. Et donc l'objet de ce pouvoir de légifération, on l'appelle al-qanoun al-adi, la loi ordinaire. Mais dans ce sens-là, et dans ce cas-là, on prend le terme loi dans son sens large, c'est-à-dire il comprend soit la loi ordinaire, soit les règlements. Les règlements, ce sont donc les dispositions provenant du gouvernement, et aussi les décrets, donc donc on peut comprendre soit le sens de la loi dans ce cas-là, il est large, il peut comporter soit la loi ordinaire, le qanon al-wad'i, par exemple le code pénal, il fait partie de la loi ordinaire, la procédure pénale et ainsi de suite. Tout le pouvoir de légifération ou bien qui tient à la compétence du pouvoir législatif, d'accord. Les représentants de la Ummah, Nouab al-Ummah, et aussi les mustasharin, les conseillers. Donc, ou bien il peut être un règlement, un décret et ainsi de suite. On entend ici par la loi bien sûr marocaine, pas la loi étrangère. Qu'est-ce qu'on entend par l'autorité légitime? Eh bien, cette autorité légitime on veut dire par l'autorité légitime, l'autorité publique. Elle peut être autorité publique, sulta umoumiya, civile ou militaire, à condition qu'elle soit légitime. Le pouvoir donc de donner des ordres, d'accord, aux agents et aussi aux fonctionnaires et donc à tout le personnel relevant de cette autorité, d'accord. On a aussi donc l'autorité légitime, dans ce cas-là, ne peut pas être une autorité privée, d'accord. Il faut qu'elle soit une autorité publique, sulta umoumiya, qu'elle soit civile ou militaire. Mais on n'entend pas par autorité légitime l'autorité privée, d'accord. C'est à titre d'exemple l'autorité qu'a l'employeur sur un ouvrier, sur son employé, d'accord. Donc يعني السلطه اللي كيمتلكها المشغل في مواجهه العامل, d'accord. L'autorité aussi, disons, morale, ou bien donc liée à la relation entre le père et donc les parents et leurs enfants, d'accord. L'autorité entre guillemets qu'aura le mari ou bien l'époux sur son épouse et ainsi de suite. Donc tout cela, il est exclu. On parle seulement de l'autorité publique, qu'elle soit civile ou militaire, bien sûr, mais à condition qu'elle soit légitime, c'est-à-dire constituée conformément aux dispositions de la loi, d'accord. Alors, pour qu'on soit devant cette condition, il faut réunir les aspects suivants, d'accord. Donc, on peut être devant seulement une autorité, donc un ordre de la loi, d'accord. Et on peut, et seulement un ordre de commandement ou bien un commandement de l'autorité légitime, mais il peut on peut envisager aussi les deux à la fois, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, d'accord.
on va expliquer tout cela. Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime. C'est-à-dire, à la fois, en cet ordre, il y a l'ordre de la loi et aussi le commandement de l'autorité légitime. D'accord? Donc, dans tous les cas, où l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, donc l'acte, lorsqu'il y a un ordre de la loi et aussi commandement de l'autorité légitime, c'est-à-dire lorsque les deux cas sont réunis, l'acte il est justifié. Imaginez par exemple un officier de police judiciaire qui a donc qui est muni, qui a un juge d'instruction, donc de s'introduire dans un d'un particulier pour faire une perquisition. Dans ce cas-là, donc un officier de police judiciaire, par la loi, il est autorisé dans la loi, c'est-à-dire donc avant avant 6 heures et après donc il a l'autorité et le pouvoir de procéder à la persécution donc lorsqu'il y a un flagrant délit entre 6 heures du matin et 21 heures du soir. Donc, après 6 heures et avant 21 heures du soir, il peut intégrer le domicile là pour procéder à la perquisition. Mais avant, donc, 6 heures et après 21 heures, il n'a pas la possibilité. Sauf si là, par exemple, si la loi en dispose clairement. Il y a une disposition claire comme exception à ce cas donc, et à cette condition générale. Donc, cet officier, dans ce cas-là, il a l'ordre de la loi et il a aussi, il est muni, il a donc, il comporte, il a un mandat, donc une autorisation ou bien une sollicitation, une demande par le juge d'instruction pour procéder à une arrestation ou bien pour s'introduire. Si on prend seulement l'arrestation, donc si une personne commet une infraction en état de flagrance, l'officier de police judiciaire a, par la loi, bien sûr, l'autorité et le pouvoir d'arrêter cette personne. D'accord? Mais s'il n'y a pas donc cet état de flagrance, en absence de flagrance, est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois donc un mot d'une étudiante qui dit que il n'y a pas de sang, que vous n'entendez pas clairement. Est-ce que vous m'entendez clairement? Oui, monsieur. Très bien, d'accord. Donc, dans ce cas-là, l'officier de police judiciaire, il a donc l'ordre de la loi. C'est la loi qui lui donne ce pouvoir d'arrêter cette personne. Mais aussi, s'il est muni ou bien s'il reçoit un ordre de son, par exemple, d'un officier, d'un magistrat du ministère public pour arrêter cette personne et le mettre en garde à vue. Donc, on va réunir ici ou bien se réunir les deux donc, conditions, à savoir l'ordre de la loi et l'autorité ou bien le commandement de l'autorité légitime. Mais on peut aussi imaginer seulement l'existence de l'ordre de la loi ou aussi l'existence d'un commandement d'une autorité légitime. Par exemple, le bourreau, c'est lui qui exécute la peine de mort. Donc, il l'exécute premièrement parce qu'il est habilité par la loi, c'est-à-dire que c'est la loi qui lui donne ce pouvoir d'exécuter cette peine de mort, mais il l'exécute sous la base et en se basant donc d'un ordre lui étant adressé par l'autorité légitime.
bien sûr, cette autorité aussi, elle est fondée donc concernant cet ordre d'une décision juridictionnelle irrévocable, c'est-à-dire définitive. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a l'ordre de la loi, sans le commandement de l'autorité légitime, imaginez le cas où il y a un ordre, un ordre de la loi sans l'autorité, sans que l'autorité légitime l'ordonne. Alors, dans ce cas-là, cet ordre de la loi s'adresse à celui qui est qui est chargé de l'exécution de la loi, d'accord, directement. Par exemple, le fait, c'est-à-dire de déclarer une maladie contagieuse par un médecin exerçant, c'est-à-dire c'est la loi lorsque un médecin en exerçant son métier découvre une maladie contagieuse, il est obligé par la loi, sans rendre une ordonnance ou bien un commandement de l'autorité légitime, de bien sûr déclarer cette maladie contagieuse auprès des autorités compétentes et concernées. Aussi, un officier de police judiciaire qui place, on vient de parler tout à l'heure, en garde à vue une personne en cas de flagrant délit. Celui qui commet un acte sanctionné par au moins un emprisonnement, c'est-à-dire une peine privative de liberté. Si une personne commet cet acte en flagrant délit, donc l'officier de police judiciaire qui l'arrête a le pouvoir, sans attendre le commandement de son supérieur ou bien l'ordre de son supérieur ou bien du ministère public pour le mettre en garde à vue. Mais dans le cas où il faut un intermédiaire, d'accord, c'est-à-dire un supérieur hiérarchie, donc une nécessité d'intermédiaire entre la loi et donc la personne qui exécute cette loi. Dans ce cas-là, l'ordre de la loi n'est pas suffisant. Je vous donne un exemple, toujours concernant l'officier de police judiciaire. Si donc une personne a commis ou bien l'officier de police judiciaire prend connaissance d'un acte commis par une personne, mais pas en état de flagrance, d'accord? Dans ce cas-là, il ne peut pas arrêter cette personne et le mettre en garde à vue, même sans avoir l'autorisation de son supérieur. Le supérieur ici, c'est le procureur du roi ou bien son substitut, c'est-à-dire le membre du ministère public. ممثل النيابه العامه خصو يجيه من الوكيل ولا النائب ديالو ولا الوكيل العام ديال الملك واحد الامر عاد باش ينفذه ما يقدرش ينفذه هو بوحده. Pourquoi? Parce que cette mise en garde à vue nécessite un ordre, en plus nécessite un commandement, en plus de l'ordre de la loi ou bien l'autorisation de la loi. Donc, dans ce cas-là, l'ordre de la loi n'est pas suffisant et donc il faut avoir un commandement de son supérieur pour que l'acte soit justifié. S'il ne reçoit pas cet acte, cet ordre et ce commandement de la part de son supérieur, dans ce cas-là, il aura commis un acte injustifié ou bien une infraction de détention injustifiée, donc arbitraire, détention arbitraire, il aura commis un et il sera poursuivi d'avoir commis et pour avoir cette acte. D'accord? J'espère que vous avez compris ce cas-là lorsque
il y a seulement donc ordre de la loi sans donc ou bien lorsque l'ordre de loi est suffisant. Il nécessite un commandement de l'autorité judiciaire. Si donc ce commandement le fonctionnaire ou bien la personne concernée de cette exécution, son acte sera injustifié. D'accord? Donc, je vous ai donné l'exemple d'un officier judiciaire qui place une personne en garde à vue hors le cas de flagrance. Donc, qu'est-ce qu'il doit attendre? Ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prévenir donc le membre du ministère public pour recevoir de lui une autorisation pour mettre cette personne en garde à vue. خصو يتصل بالموكل ديال النيابه العامه ويطلب منه يطلب منه يعني الموافقه على وضعه في حاله سميتو رهن الحراسه النظريه. D'accord? Maintenant, le troisième cas, c'est lorsqu'on a seulement le commandement de l'autorité légitime. C'est-à-dire lorsque il n'y a pas une disposition claire de la loi qui ordonne à cet agent, à ce fonctionnaire de procéder à cet acte-là. Mais il a seulement un commandement, amr min sulta al-shar'iyya dialo. Donc, pour que cet commandement de l'autorité soit légitime, il faut vraiment que cet commandement soit légal, c'est-à-dire ce qu'on قانوني موافق يعني داخل يعني موافق للقانون et relevant de la compétence attribuée à celui qui le donne. يعني هذاك le supérieur dialogue, il faut qu'il a ce pouvoir de donner ces ordres là. D'accord? S'il n'a pas le pouvoir de donner l'ordre, donc dans ce cas, cet ordre ne sera pas justifié et donc ce fonctionnaire il aura commis une infraction, il n'aura pas procédé à un acte justifié. Il faut aussi donc que ce commandement donc soit légal, d'accord? Mais si le commandement donc est illégal, il كان هذا الامر غير موافق للقانون, donc le subordonné يعني المرؤوس il peut la question qui se pose, est-ce qu'il peut refuser d'exécuter un commandement illégal qui provient d'une autorité légitime? يعني جاه واحد الامر, il reçoit un ordre de son supérieur mais qui est illégal. Par exemple, le fait donc de mettre en prison une personne donc qui n'est pas suspectée d'une infraction, d'avoir commis une infraction. وما عندوش علاقه بواحد الجريمه. Est-ce qu'il peut exécuter ou bien est-ce qu'il a le droit d'exécuter ou bien donc le pouvoir d'exécuter cet ordre là? D'accord? Voilà la question, on va y répondre. Donc, en réponse à cette question, donc théoriquement, il y a plusieurs solutions. Et il y a plusieurs théories qui ont traité de cette question. On a premièrement ce qu'on appelle la théorie de l'obéissance passive. C'est le fait d'exécuter. Selon donc cette théorie, le subordonné doit donc exécuter l'ordre lui étant donc adressé par son supérieur de façon donc sans l'examiner, c'est-à-dire il doit obéir à l'ordre lui étant donc donné par son supérieur. Donc voilà la théorie de l'obéissance passive. Et selon les législations qui appliquent cet ordre, le subordonné qui exécute l'ordre de son supérieur, quoi qu'il n'est pas juste et justifié, donc il ne sera pas punissable. D'accord?
donc, pourquoi? Parce qu'il a l'obligation d'exécuter cet ordre. D'accord? Et il n'a pas donc, le droit de le juger, de l'évaluer. D'accord? Mais malheureusement, cette solution peut conduire à des abus. Par conséquent, donc, mais on peut le trouver surtout dans le domaine militaire, parce que donc le domaine militaire, donc, il exige ce devoir d'obéissance, d'accord, donc dans le cadre des relations entre les supérieurs et les subordonnés, d'accord. Mais à l'extérieur de ce domaine militaire, donc, le fonctionnaire ou bien le subordonné qui exécute un ordre injustifié, un ordre donc qui n'est pas légal, il sera donc, il répondra de cet ordre et sa responsabilité peut être engagée. D'accord? On a une autre solution, la solution bien donc le cas de ce qu'on appelle, ou bien le principe de baïonnette intelligente, c'est-à-dire le d'apprécier. Dans ce cas-là, et selon cette théorie, cette orientation, donc, le subordonné apprécie le caractère légal de l'ordre, doit refuser d'obéir tout ce qui est illégal, et ne garder que et n'exécuter que les ordres qui sont conformes à la loi, c'est-à-dire obéir seulement à la loi égale. Il doit refuser d'obéir à l'ordre donc illégal sous peine de voir sa responsabilité engagée, d'accord. Mais aussi, donc, cette théorie présente des défauts et des limites. Pourquoi? Parce que ça peut risquer de compromettre l'autorité. C'est-à-dire, ça peut donc compromettre ce qu'on appelle le devoir la discipline. Et aussi, donc, cette obligation d'exécuter les ordres par les subordonnés vis-à-vis de leurs supérieurs. D'accord? Mais surtout dans l'armée. Donc, dans le domaine de l'armée, domaine militaire. Cela n'est pas applicable dans ce domaine, mais dans d'autres domaines, le domaine civil, oui, il est applicable. Maintenant, on va voir donc la position du législateur marocain. D'accord? Alors, malheureusement, donc on ne trouve pas une disposition claire qui tranche cette question, d'accord? Mais on a donc du coup on peut dire que cette position n'est pas claire, elle est confuse du donc législateur marocain. En lisant les dispositions de l'article 225 et 258, on voit que le subordonné, s'il exécute donc un ordre qui est donc illégal, provenant de son supérieur, il ne bénéficie que d'excuses absolutoires. يعني عذر معفي من العقاب. Donc, ça existe, pardon, s'il exécute un ordre illégal, sa responsabilité, elle est donc engagée. يعني ستثار مسؤوليته، غادي يكون مسؤول. Quoique il provient de son supérieur. Mais s'il l'exécute, donc sa responsabilité, elle va être donc engagée, mais il bénéficie seulement d'une excuse absolutoire, c'est-à-dire on va seulement donc lui donner cette faveur concernant donc la non donc exécution de la peine lui étant donc consacrée, d'accord. Alors, l'article 225 du Code pénal marocain dispose que tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelques actes arbitraires, attentatoires, soit à la liberté, c'est-à-dire qui portent atteinte à la liberté individuelle, soit aux droits civiques,
الحقوق المدنية d'un ou plusieurs citoyens est puni de la dégradation civique. C'est-à-dire que donc le magistrat, le fonctionnaire qui exécute donc qui ordonne les actes ou bien qui exécute, d'accord, donc il va être âgé de civique التجريد من الحقوق الوطنية. Mais donc s'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques, il a donc s'il prouve qu'il a exécuté les ordres de ses supérieurs hiérarchiques dans le domaine bien sûr de leurs compétences pour lequel il leur devait, donc il doit obéir, ou bien auquel il doit obéir, donc il bénéficie seulement d'une excuse absolutoire. Donc, et dans ce cas-là, la peine va être appliquée à qui? Donc, au supérieur, d'accord? Et donc, celui qui a exécuté, c'est-à-dire le fonctionnaire, le subordonné, il va bénéficier d'une excuse absolutoire. Donc, il va être dispensé de l'exécution de la peine. Alors que celui qui a, donc son supérieur qui lui a adressé ordre qui est contraire à la loi, qui est illégal, c'est lui qui va donc purger la peine. Bien sûr, c'est la peine de dégradation, dégradation civique. D'accord? Donc, vous voyez que dans ce cas-là, le fonctionnaire qui exécute l'ordre de son supérieur, selon les dispositions de l'article 225 du Code pénal marocain, il ne bénéficie pas donc de la justification de l'acte, c'est-à-dire son acte ne sera pas justifié, d'accord? Mais il bénéficie seulement d'une excuse absolutoire. يعني عذر معفي من العقوبة. Et il faut connaître la différence entre une excuse absolutoire et les faits justificatifs. Pour les faits justificatifs, ils détruisent, d'accord? Ils anéantissent donc l'infraction, c'est-à-dire l'auteur qui est en état de ou bien qui bénéficie d'un fait justificatif, il ne sera pas condamné. ما غاديش يكون مدان لا يدان وإنما تصدر في حقه البراءة, il sera acquitté. Mais dans ce cas-là, si donc le subordonné exécute un ordre illégal donc de son supérieur, dans ce cas-là, il ne sera pas donc acquitté. Non, il va donc condamner, il va être condamné seulement il bénéficie d'une excuse absolutoire. يعني سيعفى من العقاب فقط. بمعنى أنه شنو غادي يتحاكم, il va être jugé et condamné. ستصدر العقوبة سيصدر الحكم بإدانته. Mais qu'est-ce donc de quoi il va bénéficier? Eh bien, il bénéficie seulement d'une excuse, c'est-à-dire on va le dispenser de la peine, c'est-à-dire de purger la peine ou bien donc d'assumer la peine. Dans cet exemple, donc il va pas être cette peine de dégradation civique, العقوبة ديال التجريد من الحقوق الوطنية, ne va pas être appliquée à lui. Donc, il va être condamné de dégradation civique, mais on va pas l'appliquer, d'accord? Alors que son supérieur qui a ordonné cet ordre contraire à la loi, c'est lui, donc lui aussi, il va être condamné et il va purger la peine de la dégradation civique. C'est-à-dire que cette peine va être appliquée contre lui. D'accord? Donc, voilà la position de la loi marocaine. Donc, elle ne dispense pas celui qui exécute l'ordre de son seulement il le fait bénéficier d'une excuse, d'une
d'une excuse absolutoire. يعني عذر معفي من العقاب. Alors, je m'arrête là. Donc, on va continuer donc l'étude des autres donc faits justificatifs lors de la séance prochaine. Si vous avez des questions à propos de ce qu'on a vu maintenant, je suis à votre position. Sinon, on s'arrête là parce qu'il est minuit 11 minutes. D'accord? On a trop parlé et donc on s'arrête là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient d'expliquer? C'est bon, donc si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. On aura, Inch'Allah, donc le temps de poursuivre et de continuer l'étude de ces faits justificatifs. On va étudier l'état, donc le cas de l'état de nécessité, puis on passera, Inch'Allah, à l'étude de légitime défense. D'accord? Comme ça, on aura terminé l'étude des faits justificatifs et aussi de tout ce qui se rapporte à l'élément légal pour passer directement à l'étude de l'élément matériel de l'infraction, puis l'élément moral. Bonne nuit, donc, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention. Merci de votre patience.